Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Alice Malabreda, donc chargée de communication de l'étape, donc l'espace de travail des agents publics. Donc nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel aparté. Nous accueillons aujourd'hui Sylvain Thillon sur la thématique de l'échec. Comment l'échec est au final un vecteur dans l'innovation, un vecteur un tremplin dans l'innovation. Donc pour faire un très bref rappel avant sur l'étape. Donc, il s'agit d'un espace, de l'espace des agents publics situé donc dans le 9e arrondissement de Paris, qui est ouvert aux 3 personnes de la fonction publique. C'est un espace de coworking du coup qui accueille les agents publics nomades, donc entre 2 réunions, ceux qui souhaitent poser leurs affaires sans avoir à retourner sur le lieu de travail ou chez soi. Les agents publics télétravailleurs qui sont assez nombreux avec malheureusement le Covid, malheureusement ou heureusement. Et enfin, les équipes projets qui, eux, ont besoin d'un espace pour faire avancer leur projet. Donc, nous avons une programmation propre à l'étape et c'est dans ça que s'inscrit les apartés. Et aujourd'hui, pour le 32e aparté, nous abordons le sujet de l'échec. Donc, dans quelle mesure l'échec est donc essentiel dans l'innovation? Comment innover, c'est au final accepter d'échouer? C'est des questions que nous posons. Et Sylvain va aujourd'hui nous éclairer. Il est entre autres fondateur de l'EBAU, une école pour les Digital Learning Managers. Mais voilà, je vais le laisser se présenter. Il va le faire mieux que moi. Effectivement, l'échec est un moteur. Et la colère aussi, un peu, on en parlera pendant cet échange. Vous n'hésitez pas à couper, poser des questions, c'est fait pour que ce soit un peu interactif. Donc bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, comme c'est écrit, j'ai 39 ans et j'ai lancé ma première boîte il y a 20 ans. Pourquoi? Parce que, alors de quoi déjà? De bijoux pour cheveux, oui, de cheveux pour de vrai. Je ne vois pas les couleurs, je ne vais pas chez le coiffeur, enfin je rase à la tondeuse une fois toutes les 6 semaines. Donc c'était pas trop mon univers, mais je faisais de la moto. Ça y est, je vous ai perdu, le lien entre la moto et les bijoux pour cheveux. Même moi, j'ai du mal à le voir maintenant, quelques années après. Si, en fait, c'est très logique. Il y a toujours du scratch sur les blousons de moto pour facilement ouvrir sa veste et fermer sa veste, avec des gants notamment. Et je m'étais rendu compte que le scratch tenait bien dans mes cheveux. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre des bijoux avec du scratch dans les cheveux? C'était très moche, mais j'en ai quand même vendu. Et j'ai fait ça dans le cadre d'un projet pendant mes études, un projet de création d'entreprise virtuelle. Sauf que moi, j'avais envie d'aller un peu plus loin, que j'ai été sélectionné parmi les 12 meilleurs projets de l'école pour passer devant un jury pro. Et j'ai fini avant-dernier. Et en plus, j'ai un nom, mais donc je suis un spécialiste de la loose, hein, tout ce que j'entreprends, je le rate généralement. Et en plus, le nom de la boîte, Lucifer, le super jeu de mots du mec à 20 ans qui se croit créatif, mais qui ne l'est pas du tout. Horrible nom de boîte. Et voilà, j'étais jeune. Mais on a quand même, j'ai eu envie de lancer cette boîte tout de même, malgré ma 11e place sur 12. Alors, pour plein de raisons. Pour une petite colère les profs ne voulaient pas m'accompagner sur ce projet parce qu'ils n'y croyaient pas ou trouvaient ça trop compliqué. 2, mes parents me disaient, mais t'es pas en école de commerce pour lancer une boîte, c'est stupide. 3, mes copains d'école se foutaient de ma gueule. Et 4, je me suis dit, je vais leur montrer qu'ils ont tort. Donc c'est peut-être pas toujours la bonne raison d'y aller, mais j'y suis allé quand même. Et c'est en voyant ma maman me recoudre un pantalon, vu qu'elle est un peu bigleuse, elle a utilisé un passe-fil ou un enfil-aiguille, et j'ai trouvé cet outil assez magique pour mettre le fil dans le chat de l'aiguille simplement, sans s'arracher et sans galérer. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut pas adapter cet outil pour enfiler des petits bijoux dans les cheveux, qui n'abîmeraient pas les cheveux, qu'on pourrait mettre et enlever à volonté. D'où le lancement de ces cristaux de cheveux. On a travaillé avec Swarovski, on a lancé ça en 2003, et c'est une aventure complètement folle. Alors aussi des échecs, il y en a plein dans cette boîte, mais j'ai fait que ça, des bêtises. Rendez-vous lunaire avec Jean-Michel qui tenait un cabinet spécialisé dans la plasturgie, parce que du coup j'avais besoin de plastique dans mon bijou, et autant je savais l'expliquer, autant j'avais fait un petit proto, autant je ne savais pas tout le produire. Donc il m'a reçu et il me dit, il m'a parlé pendant 2 heures. Moi, je lui parlais aussi, mais il ne me comprenait pas, et moi, je ne comprenais pas non plus. Moi, je parlais de Laurie, Priscilla et Claire's. Laurie, Priscilla, qui étaient les jeunes en tendance du moment,
clair ce qu'était le réseau de distribution que je visais. Et lui, il me répondait Durteshore, néoprène, SEBS. Enfin, il me parlait de trucs que je comprenais rien. Coefficient d'allongement et autres. Et comme il voyait même que je comprenais rien, il a terminé l'échange en disant: bon, Sylvain, j'ai vu que tu n'avais rien compris, mais tu as l'air quand même un peu sympa et pas trop con. Du coup, question facile. D'après toi, ton bijou, on l'injecte ou on l'extrude? Et bah, comme je connaissais pas le deuxième mot et qu'il me paraissait rigolo, extrude, j'ai dit: bon, on l'extrude. Il fait non. Non, on l'injecte, c'est évident quand même. Donc, je suis allé voir des spécialistes de la plasturgie à Oyonnax, en France, entre Lyon et Genève. Et ils m'ont pas très bien reçu parce que j'avais 20 ans, parce que j'étais perdu et que j'avais un petit cahier des charges tout pourri. Les seuls qui ont cru en cette idée sont les Chinois, enfin une usine chinoise, qui a copié mon proto. Donc avec les mêmes erreurs de symétrie que j'avais fait moi, dans mon proto, mais c'est pas grave. Et j'ai lancé ma première collection de bijoux chez Etam. Tous les Etam en France en 2004 avaient nos bijoux. On a été l'accessoire de mode le plus vendu Noël 2004. Truc un peu dingue. Sachant que tout ça, je l'ai démarré avec 2 prêts étudiants. Ma banquière, je lui ai annoncé quelques années après que les prêts étudiants, c'était pas tant pour mes études que pour lancer ma boîte. Mais elle m'en a pas trop voulu parce que j'ai offert plein de bijoux. Et en galérant, parce qu'on a déposé un brevet sur cette idée qui a été validée, on avait besoin d'avoir un peu de stock, on avait besoin de faire un peu de com, j'avais besoin de payer mes salariés, et tout ça avec 15 000 euros. Donc ça a été système D. Pendant 6 ans, j'ai appris énormément. Mais j'ai aussi appris... parce que du coup, on a beau être le produit le plus vendu chez Etam, c'est un échec. Pourquoi? Parce que nos bijoux, on ciblait les petites filles, les 6-12 ans. C'était ce que tout le monde nous disait, qui était la cible idéale de ces bijoux. Et en fait, on s'est rendu compte, parce qu'on a quand même fait des démos dans les Etam pour voir comment ça se passait, que c'était pas du tout les petites filles qui partaient avec nos bijoux, mais les mamans. Notre persona, notre cliente type, avait entre 35 et 45 ans, habitait, alors pour vous, Parisiens, je dirais Melun, pour nous, Lyonnais, Tarare, donc la banlieue un peu lointaine de la grande ville où il se passe un peu rien, c'est un peu la campagne et c'est un peu triste. Et nos clientes à Tarare sont sûres que ça cartonne à Paris. Ça ne marche pas du tout. Il n'y a qu'à Paris qu'on n'arrive pas du tout à vendre. Nos 2 régions où on vend le plus ces bijoux sont le nord et l'est de la France. Pas du tout dans le sud non plus. Enfin voilà, on s'est planté, surtout. Donc on change complètement de réseau de distribution, parce que autant les petites filles arrivaient à peu près à utiliser ces bijoux, autant les mamans galéraient un peu plus. Et la seule personne qui a le droit de toucher vos cheveux sans se faire insulter, sans se prendre une claque, c'est le coiffeur. Ce que je l'ai fait en fait, dans la rue à Lyon, la grande rue de l'Arrêt, j'ai pris des claques de gens qui avaient peur de moi parce que je lui demandais à toucher leurs cheveux et qui ne me connaissaient pas. Bon, je vais pas des détails, on a eu des galères folles. Ah si, je vais poser une petite question quand même. Ça y est, ça commence à décoller. On a quand même Eva Longoria qui a porté nos bijoux pour son mariage avec Tony Parker à Vaux-le-Vicomte. On n'a pas réussi à le faire savoir parce que les gens ont cru que c'était photoshopé, mais c'était vraiment nos bijoux. Et on a commencé à lancer une petite mode en 2007. On recevait des commandes par fax à l'époque, hein, il y a 15 ans, c'était du fax. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, ça n'existait pas en 2007, quand ça a été lancé en 2006, je crois. Enfin, c'était vraiment les tout débuts du web. Et donc, on reçoit des fax de partout, et on a 100 000 pièces qui doivent arriver pour notre saison, parce que ça cartonne. Et là, les colis n'arrivent pas. Perdu, le transporteur GLS, pour ne pas le nommer, parce que je n'aime pas nommer les boîtes qui font pas bien leur boulot, a perdu nos bijoux. Et dans le transport international, ils ont 6 mois pour les retrouver, sauf que nous, on ne tient pas les 6 mois. S'ils ne trouvent pas les bijoux dans le mois, on dépose le bilan. En plus de ça, moi, je me fais insulter par mes équipes, par mes collègues, notamment par Christophe, qui est un commercial génial et que j'adore, et on reste toujours en contact, mais ça a été compliqué cette période-là, qui venait de faire un enfant, parce que enfin il avait une boîte où il se sentait bien, où il avait un projet, où ça marchait, et il commençait à gagner sa vie. Sauf que si on livre pas de bijoux, il n'y a pas de commission, des ventes qu'il faisait. Et donc il m'explique gentiment que là, s'il n'a pas ses commissions, il n'y a pas de cadeau à Noël pour son enfant, et que ce sera de ma faute. Enfin, l'ambiance au bureau est un peu dure. Et on se fait insulter par des clients nous menacent de nous attaquer. Ils disent, nous, on a déjà prévendu ces bijoux, les clientes les veulent, et là, vous nous faites perdre en image. Donc on s'arrache dans tous les sens avec ce GLS pour essayer de retrouver nos bijoux, on ne les retrouve pas, et je mets mes collègues, je leur dis, rentrez chez vous, ça sert à rien, c'est moi qui me fais insulter au téléphone, ça sert à rien que vous soyez là pour ça.
Dès que je retrouve les bijoux, on s'y met tous et on livre. Les clients, on arrive à dealer avec eux. Donc là, c'est autour du 15 octobre qu'on doit recevoir les bijoux qu'ils n'arrivent pas. Ils nous disent, si on ne reçoit pas le 1er décembre, on annule tout. Donc les jours passent. Et le 30 novembre, j'ai un appel de GLS qui me dit, on les a retrouvés. À un jour de la deadline, j'appelle mon collègue Christophe, on y va avec la grosse voiture, enfin avec le petit camion là, de la boîte, et on arrive dans les bureaux de GLS en banlieue de Lyon. Et là, ils nous donnent un petit carton. On fait, non, mais en fait, il doit y en avoir 200 des comme ça. On n'en a qu'un. Pardon? Les 199 listes sont où? Ah ben, on ne sait pas. Nous, on a trouvé que celui-là. Donc, on a récupéré à peu près 500 pièces sur les 100 000 qu'on doit recevoir. Et j'ouvre le carton, pas de bol, c'est le nanar de la saison. Dans des collections de bijoux, comme ça, il y a toujours un modèle où on se foire. Autant le cristal, celui-là, on peut le vendre partout. Autant là, c'est un petit papillon métallique. On a tenté un truc, ça n'a pas du tout marché. Si je l'envoie au client, je me fais insulter. Et voilà, on rentre au bureau, on n'a pas nos bijoux. Et le 3 décembre, on a reçu un nouvel appel d'un douanier à Francfort qui nous dit on avait 199 cartons sur le tarmac depuis 1 mois et demi. On ne savait pas ce que c'était. Alors, c'est quand même flippant en termes de sécurité. Hein. Ça faisait 1 mois et demi que du coup, c'était dans l'aéroport, quelque part. On ne savait pas ce que c'était. J'ai ouvert, j'ai vu votre nom. On les détruit ou on vous les renvoie? Enfin, non, ne vous touchez pas. On arrive et on allait chercher le soir même. Les clients n'ont pas lâché. Mais voilà, on a vécu des trucs comme ça où, dans les autres petites histoires, ça va être du coup une question pour vous. Je veux bien que vous commentiez. On a eu pas mal de galères de fabrication et de qualité avec nos amis chinois qui n'ont évidemment pas les mêmes normes ou les mêmes attentes que nous, les mêmes exigences que nous. Et j'arrive en août 2006 vérifier la production avant notre salon, on a un gros salon qui est en septembre tous les ans, sur lequel on fait 25% de notre chiffre annuel en 3 jours, donc qui est super important pour nous. Et j'y vais pour vérifier les bijoux. Et pareil, il y a 100 000 bijoux qui sont prêts à être envoyés. Et j'ouvre un premier paquet, là, tous les cristaux de Swarovski sont de terme, ils sont moches, pas du tout. Genre, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et je regarde les conditions de production, en fait, ils ont collé sur des tables qui étaient sales, donc du coup, il y avait de la saleté qui allait sur les bijoux. Je regarde la chef de l'usine et je lui dis, je peux pas envoyer ça. Elle me dit, mais coup de chiffon. Je fais, non, je vais pas demander à mes clients de payer un bijou 20 €, de mettre un coup de chiffon pour qu'il soit propre. Soit il est propre, j'ai peut-être une chance de le vendre, mais encore, c'est pas facile, hein. Je m'arrache. Soit il est sale et il part à la poubelle. Bon. Et donc on en ouvre un, on met un coup de chiffon, ça ne part pas. Parce que comme ils ont collé la saleté, du coup, ça fait un truc qui ne part pas. Et je les ai déjà vu faire une fois, avec un coton-tige, un peu de dissolvant, un aller-retour sur les cristaux, un coup de chiffon, et là, ça part. Donc on en fait une dizaine ensemble, et je lui dis, faites ce que vous pouvez, je vais aller me balader, mon avion est dans 3 jours, je reviens dans 2, je ferai un contrôle qualité de ce que vous avez eu le temps de faire, et en fonction, vous m'enverrez ce qui a été prêt. Et vous commencez par ces références. Je vais me balader, tout va bien, c'est cool. Les Bianchine était sympa à ce moment-là, et je reviens au bout de 2 jours, et ils ont un truc incroyable, ils ont appelé tout le village était dans l'usine pour nettoyer les bijoux. Les 100 000 bijoux sont propres. Je prends mes bijoux, je mets dans les cheveux, tout va bien, c'est trop bien, trop content, j'appelle mes équipes, on va avoir une collection d'enfer, on va s'éclater. Je rentre à Lyon, les bijoux arrivent une semaine après, et c'est Christophe qui les reçoit. Un peu stressé, parce qu'on a déjà eu pas mal de soucis. Moi, je suis en route pour aller voir un client à Bourgoin, et il me dit, je peux ouvrir, je fais, mais t'inquiète, j'ai fait 20 contrôles qualité, tu peux ouvrir. Il prend un premier bijou et paf, le bijou pète. Il se décolle. Bon, pas de bol, prends un deuxième. On a droit à un défaut 1%. Prends un deuxième et paf, il pète. Je fais, oh putain. Ça commence mal. Fais un petit contrôle qualité, je fais mon rendez-vous, me stresse pas et tu me fais un point après. Il me fait le point. Après, il me dit, Sylvain, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que 100% des paquets sont défectueux. La bonne, c'est qu'il y a un bijou, un cristal sur 5 qui tient. Donc si on les teste tous, on peut récupérer 20% des paquets. Waouh, compliqué. Mais d'après vous, du coup, que s'est-il passé? Voilà la question. Enfin. Pourquoi tous les bijoux se décollent, ou presque? Qu'ont-ils fait? Je vous laisse créatif dans la discussion. Alice, est-ce que tu as une idée, toi? À cause de la solution qui a été passée sur les cristaux. Un peu plus loin, sois un peu plus créative. Productive, cherche la productivité. Magali, toi, est-ce que tu as une idée? Ils t'en ont fait juste un petit bout de l'eau et puis après le reste ils l'ont laissé comme ça. Ah ouais. Non, parce qu'ils sont tous propres. Pas de soucis. Ah, ils étaient tous propres. Ok, d'accord. C'est juste qu'ils se décollent tous maintenant. Je vois que Claire et Jean-Baptiste sont en train d'écrire.
Ah, La colle la moins chère du marché, ça peut être une idée, mais c'était pas ça. C'est pas loin. Optimisation de la quantité de colle déposée. Ouais, non, ils en étaient pas là. Pire que ça. Catherine, tu peux peut-être ouvrir ton micro si tu veux. Oui. Ok, oui, bonjour. Je pensais à la chaleur durant le transport. Non, Non plus. Alors, l'humidité dans le transport. Je rebondis, Catherine, sur ton idée. Non, ils ont été bien plus productifs que vous. c'est un problème. Créatifs que vous. Ils ont fait une bassine de dissolvant. Et ils ont mis tout dedans. Donc, il n'y avait plus de saleté du tout. C'était nickel. Mais plus de colle non plus. Et le temps que le dissolvant agisse, en fait, moi, le lendemain, ça tenait encore. Et une semaine après, il n'y avait plus rien. c'est ce que disait Magali. Moi, je pensais que c'était le dissolvant aussi, parce que. Oui, mais du coup, en fait, c'est pas juste avec l'aller-retour, c'est qu'ils ont mis dans des bassines, en fait. C'est ça le truc. Ça, Parce que juste avec un aller-retour, ça tenait. Hein. Voilà. Enfin, c'est pas terrible quand même. Aventure folle. On a été aux États-Unis, on a été au Japon, on a fait des trucs dingues. Mais malheureusement, tout ça s'est terminé par un échec retentissant et un peu violent. Parce que liquidation, parce que tribunal de commerce, parce que le liquidateur et les commissaires-priseurs, c'est un des pires moments de ma vie. On était quand même encore 4 salariés, on faisait 500 000 € de chiffre d'affaires. Ce qui nous a achevé, c'est toutes ces erreurs-là et plein d'autres que j'oublie. Mais aussi, fin 2008, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la crise des subprimes qui arrive en Europe. Et les coiffeurs, très intelligemment, se disent, nous, on ne va plus sortir de trésor, on va garder notre trésor pour payer nos équipes. Et donc, on ne commande plus de bijoux. Début 2009, notre carnet de commande a fondu de 60%. Donc 2008, on gagne de l'argent, on s'éclate, on fait 500 000 € de chiffre à 4 et c'est cool, sachant qu'on n'a pas eu beaucoup d'argent les premières années au lancement. Et là, on est reparti pour reperdre beaucoup d'argent, pour même pas avoir de quoi lancer une nouvelle production, de ne pas pouvoir innover du tout. Compliqué. Et la grosse goutte d'eau qui a fait déborder tout, la baignoire et tout, c'est qu'en avril, le Salon mondial de la coiffure de la beauté, donc notre fameux salon de septembre où on fait 25% de notre chiffre en 3 jours, notre chiffre annuel en 3 jours, nous annonce qu'il est annulé faute d'exposants. Donc, on est parti sur des bases de 200 000 € de chiffre au lieu de 500 000, c'est-à-dire qu'on va reperdre 150 000, 200 000 €. Et en plus, notre salon est annulé, donc c'est vraiment la cata. Et je crois qu'on est crevé, ça fait 6 ans qu'on s'arrache, qu'on bosse comme des dingues, et que ça prend pas. On a appris plein de choses, on a rencontré plein de gens, mais ça prend pas, donc on dépose le bilan tant que ça va encore, on a encore des sous sur le compte, on n'est pas encore en cessation de paiement, mais on sait qu'on ne pourra pas passer les échéances, et de toute façon, moralement, on n'en peut plus. Tribunal de commerce, ça vaut le coup si vous n'avez jamais mis les pieds dedans, d'aller voir ce que c'est. À Lyon, il est très particulier, on rentre dans la salle, c'est très glauque, ça sent un peu le moisi, et on se sent déjà coupable. On n'a encore rien fait. Hein. Les seuls qui sont dans la lumière et qui ont un plafond haut, c'est les juges et les greffiers, alors j'imagine que c'est fait exprès, hein. Mais du coup, c'est très très dur quand on arrive penaud pour déposer le bilan de sa boîte. Et le juge m'appelle à la barre, me dit « Monsieur Tillon, voyez-vous une solution ?» Je crois que j'avais même pas réussi à parler, j'ai juste haussé les épaules. Et il m'a dit « Moi non plus, j'en vois pas. C'est fini, vous touchez plus à rien. Je vais nommer un liquidateur qui va s'occuper de vos dettes et un commissaire-priseur qui va s'occuper de vos actifs, qui va essayer de vendre aux enchères ce que vous avez pour combler les dettes. Mais vous ne répondez plus au téléphone, vous touchez plus au compte bancaire, vous n'allez plus dans les bureaux, sauf si on vous demande d'y aller. Mais c'est fini. 6 ans d'une boîte qui se sont arrêtés en, moi j'ai eu l'impression de 30 secondes, les gens m'ont dit 2 minutes. Et derrière des personnages pas très chics. Le liquidateur qui me reçoit avec mes 6 cartons de compta, on était en juin, il faisait très chaud. Et il me laisse même pas les poser. Et il me dit, j'ai vu que vous aviez créé une nouvelle entreprise. Parce qu'à côté de ça, j'ai fait une bande dessinée. Je vous raconterai après. Et si je vous pose une question, je veux une réponse dans les 24 heures, sinon je vous mets en interdiction de gérer. En tant que gérant de boîte, du coup, on n'a pas de droit au chômage, pas de droit au RSA, droit à peu près à rien. Et il me dit qu'en plus, potentiellement, il peut m'interdire de travailler. Ce qui est assez sympa, hein, j'ai pas encore posé mes cartons, je me suis très très peu payé, j'ai fait très attention tout le long pour essayer pour que cette boîte marche. Mais il me reçoit comme ça, et le pire, je crois que c'est le commissaire-priseur, mais lui, j'ai plus son nom, petite question pour vous, je veux bien que vous le mettiez en commentaire aussi. J'avais donc un brevet mondial, je vous ai pas parlé, on a pris un procès en contrefaçon et en parasitisme et en concurrence déloyale par un partenaire qui voulait une licence sur le brevet, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le prix, donc il nous a copié, déposé un dessin et modèle et il nous a attaqué parce que lui il avait l'air insolide,
et il savait qu'il pouvait nous tuer, nos attaquants. Il a failli y arriver. Et en plus, il a changé plusieurs fois d'avocat pendant la procédure pour repousser la deadline, enfin l'enfer. Et donc notre brevet a gagné. Donc on sait qu'on a un brevet mondial qui est valable, qui nous a coûté comme 80 000 €. On faisait 500 000 € de chiffre d'affaires l'année avant et on est référencé chez 75% des grossistes en coiffure en France. On a 30 000 € de stock en prix d'achat, ce qui vaut à peu près entre 60 et 80 000 € en prix de revente. Et on a 4 ordinateurs neufs. D'après vous, à combien il a évalué cette petite boîte, notre ami commissaire-priseur? Je vous laisse me répondre en commentaire, en discussion. Et après, on va avancer. Alice, une idée? Je pense que ça va être minime, hein, vis-à-vis de tout ce que tu as cité. Je sais pas, je dirais 200 000. 25 000, me dit Marc. Magali ou Catherine? 1000 pour Claire. Ah, t'es dur. Romain, une idée? Ouais, moi, J'aurais dit 100 000, j'aurais divisé par un peu Par plus de 2, 4. je donne ma langue Ok. au chat parce que franchement, là. Bah, la personne la plus proche, c'est Claire, 3500. Ça met un petit coup à l'ego. Ça change pas grand-chose, parce que de toute façon, moi, je toucherai à rien. Mais ça met un sacré coup à l'ego, quand même. 6 ans de vie, un truc incroyable, et il l'évalue à 3500. Et pire que tout, il envoie 2 copains à lui. Du coup, en procédure accélérée, il envoie 2 copains à lui qui sont pas du tout du métier, à qui il dit là-bas, il y a du stock et des ordinateurs pas chers. Et du coup, j'ai eu 2 offres à 3500 et une troisième offre où c'est quelqu'un qui avait voulu nous racheter 1 an et demi auparavant. Ça avait été refusé par nos investisseurs à l'époque. Et là, je lui ai dit, la boîte vaut quasiment plus rien, mais mets quelque chose dans l'enveloppe parce que tu as des chances de l'avoir. Et donc, lui, il a récupéré la boîte pour 35 000 €. Voilà, l'aventure se termine. Un peu compliqué. En plus de ça, je me fais aussi larguer par ma copine parce que clairement, je suis perdu, je sais pas ce que je veux dans la vie. Et un entrepreneur, on peut se dire qu'un jour, il va peut-être réussir et que ça va être cool. Autant le mec qui est à 10 heures en pyjama dans son lit et qui est complètement perdu, c'est beaucoup moins sexy, je l'entends. Et donc là, c'est vraiment la loose complète. Et plusieurs choses pour m'en sortir. Je suis allé postuler pour rassurer mes parents notamment et pour me rassurer un peu moi, est-ce que je vaux quelque chose? J'ai jamais été salarié de ma vie, du coup. J'ai fait plein de petits boulots, mais j'ai pas fait de stage et j'ai pas eu de CDI encore. Donc je vais voir des boîtes. Et plutôt bonne nouvelle, j'ai été très bien reçu. Tous les entretiens que j'ai réussi à obtenir, j'ai eu une proposition d'emploi. Après, j'ai très mal cherché dans des entreprises catastrophiques, genre Capgemini au 24e étage de la Tour de la Défense. Et j'ai failli signer, mais ce qui a fait que j'ai pas signé, c'est qu'ils m'ont dit on t'envoie un contrat sous 4 jours, et il a mis 4 semaines à arriver. Et je me suis dit, tout est comme ça. Moi, ça fait 6 ans que je vis un truc incroyable, et du jour au lendemain, on peut prendre des décisions, on essaye, on tente, on retente, on se plante, et on avance. Mais là, s'il faut 4 semaines pour un contrat de travail basique, parce que je démarre en tant que junior, ça va pas le faire, je vais pas m'éclater. Et à côté de ça, en fait, il y a un copain qui m'avait mis dans une nouvelle aventure, autour de la bande dessinée, du coup. Il m'a dit, ce serait cool qu'on fasse une BD pour expliquer aux collégiens comment on monte un projet, comment on monte une boîte, parce que c'est important à savoir, et que c'est aussi un moyen de créer son propre emploi. Sachant que du coup, j'avais rajouté, c'était en 10 étapes, et moi j'avais rajouté la 11e, l'échec, pour expliquer que ça faisait partie aussi de l'entrepreneuriat, et que malheureusement, entreprendre, c'est aussi accepter l'échec. Donc innover, c'est aussi accepter l'échec. C'est pas marrant hein, quand on le vit, mais ouais, c'est à savoir que ça fait partie du jeu, et que si on refuse complètement l'échec, on ne peut pas innover non plus. Du coup, on avait mis cette page-là, et ça a été le déclencheur de ma nouvelle aventure, avec plusieurs choses. D'abord, en parallèle de tout ça, j'ai écrit beaucoup, tout ce que j'avais fait comme bêtises. J'en ai même fait un bouquin pour de vrai, qui s'appelle 100 conseils pratiques pour couler sa boîte. Donc c'est que des conseils pourris, attention, hein, parce qu'il y a quelqu'un sur Facebook qui m'envoie la dernière fois, putain, c'est trop bien ton bouquin, par contre, conseil numéro 7, bloquer YouTube, Instagram et Twitter mes salariés pour qu'ils soient plus productifs. Je trouve pas ça terrible, parce que comme nous on travaille sur les réseaux sociaux, ils ont quand même besoin d'y avoir accès. T'avais trouvé bien les 6 premiers, parce que comme le 4e, c'est dès que tu reçois une enveloppe bleu, blanc, rouge, tu payes. Il y a plein d'arnaques en fait qu'on reçoit comme ça quand on lance sa boîte d'enveloppe bleu, blanc, rouge. Il faut pas payer tout le temps, il faut regarder ce que c'est. Que le numéro 3, c'est installe une machine à café payante dans ta boîte. Quel intérêt de leur offrir d'offrir le café des salariés? Ça coûte de l'argent autant qu'ils t'en rapportent. Et en 6, voilà, c'est que des conseils à la con comme ça, mais qui sont pas, à la con. Il y a plein de boîtes où le café est payant. Et pour eux, ça paraît logique qu'il soit payant.
Je comprends pas qu'il y ait pas qu'on cherche pas à ce que les collaborateurs soient contents de venir au boulot le matin. Pour moi, le café est un des trucs qui fait que je vais potentiellement être content de venir au boulot. Si je l'ai pas, j'ai pas envie d'y aller. Et qu'en plus, si je dois le payer, j'ai encore moins envie d'y aller. Mais voilà, on a mis tous nos conseils pourris. Donc lui, c'est qu'au 7e qui s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un petit doute. Donc je vous redis, les 100 sont pourris. Les 100 vont vous amener à échouer. Je n'ai vraiment pas la recette pour réussir. Par contre, la recette pour échouer, je pense avoir testé pas mal d'ingrédients. Voilà, donc mais ça m'a vachement aidé en fait de l'assumer, de voir ce que j'en avais retenu, parce qu'il y a plein de choses à apprendre de ces échecs aussi, et de dire aux autres, ça, voilà, j'ai tenté, faut pas le reproduire comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas tenter de le refaire autrement, ça veut pas dire que ça peut pas marcher dans d'autres situations, mais voilà, moi, la situation que j'ai faite, et voilà le résultat que ça a généré. Et aussi, l'autre chose que je me suis dit, c'est peut-être pas aller complètement à contre-courant de moi. Je vois pas les couleurs, j'aime pas le monde de la coiffure, effectivement, et en plus, je connais pas le monde de la mode du tout. Alors, je me suis abonné à Jeune et Jolie, Star Magazine et Gala, pour m'immerger à fond dans ce monde-là. Mais j'avais peut-être pas les bons réflexes et bonnes intuitions non plus. Je suis parti sur un truc qui était génial, un défi fou, mais qui n'était peut-être pas pour moi. Et du coup, quand on va à contre-courant de soi-même, alors, qu'on parle de l'innovation qui va à contre-courant des choses, mais il ne faut pas aller à contre-courant de soi-même quand on innove non plus, ça ne mène pas toujours au succès. Faire attention que ce soit quelque chose qui soit vraiment vous, que ça vous corresponde dans vos valeurs, dans votre modèle, dans votre fonctionnement, pour avoir toutes les clés pour potentiellement que ça marche. Sachant que, je vous le répète, innover, c'est accepter d'échouer. Parce que personne ne vous attend, personne n'a besoin de vous, même si vous avez des génies, ils font autrement. Donc il va falloir réussir à faire changer les gens, et c'est pas simple, vous le voyez d'ailleurs avec Big Blue Button. Pardon. Et là, je me suis, avant de lancer ma boîte d'après, c'était un copain qui m'avait aidé à ça en me disant, Sylvain, le but, c'est d'avoir au moins 2 des 3 F. Quand on a 2 des 3 F, on tient, mais le but ultime, c'est d'avoir les 3. Alors depuis, il y en a un 4e, je vous explique après. Fun, fric, foi. Fun, est-ce que tu apprends des choses au quotidien? Est-ce que tu t'éclates avec tes collègues? Est-ce que tu es dans un environnement de travail où tu te sens bien? Fric, est-ce que tu gagnes ta vie pour aussi avoir des petits projets à côté et pour avancer? Et foi, est-ce que tu crois vraiment à ce que tu fais? Est-ce que ça a du sens? Ou est-ce que ça apporte quelque chose à la société? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que le matin, quand tu te regardes dans la glace, tu me dis, je fais un truc bien? Et le but, c'est d'en avoir au moins 2 des 3 pour tenir, et l'objectif, c'est 3. Faites toutes les combinaisons, ça fonctionne. Vous pouvez avoir que fun et foi. Vous êtes dans une ONG pour sauver l'environnement, vous y croyez du coup à fond, et vos collègues sont top, votre manager est génial, vous gagnez pas très bien votre vie, c'est compliqué, mais vous faites un truc qui a vraiment du sens, donc ça tient. Pareil, vous avez un patron con, mais c'est génial ce que vous faites et vous gagnez votre vie, bon, on y va. Ou vous travaillez chez Total, et bon, ça n'a pas beaucoup de sens, mais votre équipe est trop cool, vous avez des conditions sympas et vous gagnez bien votre vie à la fin, ouais, on peut pas toujours tout avoir, donc on tient. Quand on n'en a plus qu'un, ça marche plus. Même si c'est le fric. Ça suffit pas, si on n'est pas content d'aller au bout le matin et qu'on n'y croit pas, c'est là où on fait des burn-out et ça va pas bien non plus. Donc l'objectif, c'est d'avoir les 3. Donc j'essaie de créer une boîte en mixant ces 3, et cette boîte, c'est Sido. Donc une petite société dont l'objectif, alors business plan de 2 pages ultra simple, faut que je me paye, parce que je me suis très peu payé les 6 premières années de vie entrepreneuriale. Faut que je me paye au moins 1 500 € par mois. Je veux 8 semaines de vacances, que je n'en ai pas pris du tout, ou quasiment pas, c'était une connerie. Je veux 8 semaines de vacances par an, payées. Et je veux qu'on ait le droit de tenter des choses, d'améliorer le monde de la formation, d'aider les gens à apprendre, de pas partir du principe qu'ils sont cons, au contraire, qu'ils sont intelligents et qu'ils n'ont pas toujours les clés pour progresser. D'où la BD pour les collégiens et plein d'autres choses autour de ça. Et aussi peut-être quelque chose que vous avez déjà vu, Dessine-moi l'écho, une série de vidéos qui traite les grands sujets économiques. On a lancé, alors pas en 2009, en 2012, c'est la société Sido qu'on a lancé en 2009 du coup, gratuite. Alors, cette série de vidéos, les gens ne croient pas toujours. On avait un partenaire avec Le Monde qui diffusait tous les mois une vidéo gratuitement, mais nous on leur donnait gratuitement. Sur les 4 ou 5 premières vidéos, il n'y a même pas notre nom. On voulait vraiment pas que ça fasse publicitaire. On voulait simplement que les gens aient les clés pour comprendre les programmes des candidats politiques, parce que du coup on a lancé ça fin 2011 et il y avait les élections de 2012 qui allaient arriver. On espérait que l'économie allait être un sujet. Comme d'hab, ça a été l'immigration et je sais plus quoi.
mais qu'on trouvait que dans les problèmes des candidats, ils donnaient des solutions à parfois des problèmes qui n'existaient pas, ou les problèmes n'étaient pas bien expliqués. Donc on voulait au moins que les gens comprennent les problèmes, sans nous jamais donner de solution. Et donc cette série vidéo a existé pendant 8 ans, diffusée sur Le Monde, ça a été incroyable aussi, une histoire de fou. Alors pour l'échec, j'ai envoyé à l'Éducation nationale qui m'a envoyé un papier qui m'a dit que la vidéo n'était pas un moyen noble d'apprendre, donc il ne soutiendrait pas la démarche et qu'il n'en parlerait pas aux enseignants d'éco. Aujourd'hui, on est dans tous les manuels d'économie, hein, pas de souci, mais à l'époque, c'était ça leur retour. Et on a aussi ciblé 20 magazines, 20 journaux, Capital, Challenge, Figaro, Libé, Marianne, Alternative économique et autres. Et Le Monde. Mais bon, voilà, on n'a aucune chance, quoi. Le seul qui nous a répondu, c'est Le Monde. Histoire de dingue d'avoir tenté ça, et ils nous ont soutenus pendant ces 8 ans à diffuser nos vidéos. Elles sont aujourd'hui, il y a plus de 50 millions de vues dans le monde francophone, et ça a vraiment soutenu aussi l'entreprise à côté, parce que des gens nous ont découvert comme ça, et nous ont dit « Ah, c'est génial ce que vous faites, on veut que vous nous fassiez pareil sur d'autres sujets. » Donc là, ça a plutôt bien marché, mais comme je suis un peu couillon, ça marchait tellement bien que je m'ennuyais, et que j'ai voulu lancer notre boîte, que j'avais créée pour moi au début, parce qu'on faisait des jolis livrables, comme ces vidéos par exemple, mais nos offres commerciales n'étaient pas toujours très belles. N'oubliez pas, en 2012, 2013, là, on était bloqués dans nos boîtes mail, on ne pouvait pas envoyer une pièce jointe de plus de 3 mégas, c'était un PDF abîmé, et on ne pouvait pas facilement envoyer une vidéo. C'était galère. Et mon collègue génial, Thomas, me fait un mini site web pour qu'on dépose nos documents, nos éléments, nos vidéos et autres, et notre proposition commerciale. Et ce mini site web était protégé par un mot de passe pour que seul le prospect puisse y accéder. Et c'était un sous-domaine de notre site. Et un jour, en vacances, histoire vraie, je ne sais pas pourquoi, je m'ennuie, je vais sur mon Google Analytics et je vois qu'il y a 2 visiteurs sur mon site web, je regarde sur quelle page, et il y en a un des deux qui est sur cette page cachée. Donc ça peut être que mon prospect a priori. Du coup, je l'appelle. « Bonjour, c'est Sylvain, je viens de prendre des nouvelles propales. Putain, c'est dingue, je t'ai dessus il y a 2 minutes. » Et heureusement que tu m'appelles, je n'ai rien compris. Du coup, on passe 2 heures au téléphone, il me dit à la fin, mais en fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin, donc ok, on signe ensemble. Là, je rappelle mon collègue, je lui dis, c'est dingue ce que tu m'as fait. Enfin, c'est trop beau, la presse est cool, machin. Mais tu vas mettre une alerte à chaque fois que le mec ferme la page. Tu me dis qu'il a regardé pour que je puisse l'appeler. Tu me dis pas au moment où il a ouvert, parce qu'il a le temps de regarder quand même, plutôt au moment où il ferme. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de créer Tilki. Alors là, le sujet va peut-être plus vous faire un peu peur. C'est une solution qui permet de traquer légalement les documents. En gros, on met des espions, des mouchards dans les PDF, dans les vidéos, dans les PowerPoints, qui permettent de savoir qui les regarde, quelle page, combien de temps par page. Et commercialement, c'est vraiment cool. Parce que du coup, on sait qui rappeler et quand, et ça évite de faire chier des gens qui n'ont pas envie de travailler avec vous. Ça arrive régulièrement qu'on envoie une propale, un document qui ne soit pas lu. Pareil pour les CV, on a fait une version gratuite pour que les gens puissent envoyer leur CV comme ça. Il y a énormément de CV qui ne sont jamais lus. Ça fait peur, surtout même quand on répond à une vraie offre, pas en candidature spontanée. Bon, voilà, ça c'est pour l'anecdote. Et donc je lance Tilki, une solution qui permet de savoir qui s'intéresse à vos offres et à peu près quand les rappeler. Parce que s'il a juste ouvert la première page qu'il a fermée, ça sert à rien de le rappeler tout de suite. Mais s'il a bien tout regardé et qu'il s'est arrêté sur la page des prix, c'est peut-être là qu'il faut lui expliquer. Donc là, je lève des fonds cette fois-ci en disant je ne refais pas un truc avec 15 000 € de capital, je ne vais pas y arriver. Donc on a des investisseurs qui nous financent notre développement, ils nous poussent à aller aux US, on se plante complètement parce que tout bête, aujourd'hui ça paraît évident peut-être pour ceux qui sont dans le monde de l'informatique. En 2014, on n'avait pas imaginé d'API pour notre solution. Donc c'est des portes pour communiquer entre les logiciels, pour que les infos se transmettent de l'un à l'autre. Et aux US, ils étaient plutôt en avance là-dessus et clairement ils nous ont dit vous n'avez pas d'API, non mais on discute même pas, on ne prend pas un logiciel auteur où on ne peut pas récupérer les données facilement. Donc on rentre en France un peu entre les jambes. En France, ça commence à bien marcher. On a des beaux clients comme EDF, comme Orange, comme Schneider Electric. Et au bout de 3 ans, la boîte marche bien. On dépasse notre 1er million d'euros de chiffre. On est 12, on est rentable. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste comme ça à galérer un peu ou est-ce qu'on va plus loin? Sachant qu'on est des gros concurrents américains qui commençaient à pointer le bout du nez. Et en équipe, collectivement, on vote pour faire une grosse levée de fonds et s'installer en Allemagne et en Angleterre en plus pour accélérer notre développement. On trouve plusieurs fonds intéressés et on signe avec l'un d'entre eux qui était investisseur aussi chez des Blablacar, chez du Payfit, chez des jolies boîtes. Donc ça nous rassure, on se dit bon, ils savent accompagner des boîtes qui grandissent vite et ça va nous aider. Et là, ça a été le début de la fin pour moi parce que il y a eu un problème humain entre eux et moi, où je me suis fait défoncer dès le premier comité. Voilà. Ouais.
Voilà. Je vais vous passer en détail, mais ça a duré 18 mois de descente un peu aux enfers à titre perso, où tout ce que je faisais, c'était nul. Quoi que je dise, c'était nul. Jusqu'à ce que ça se passe pas bien, moi, à titre perso, dans ma vie, parce que du coup, je vais pas bien, je suis pas content d'aller au boulot. Alors oui, j'ai gagné ma vie, je crois ce qu'on fait, j'adore mes équipes, mais je suis malheureux. Et je deviens méchant à la maison, ce qui est pas cool. Et je dis à mes associés, bon, il va falloir trouver une solution pour quitter la boîte, parce que c'est pas, ça me plaît pas. Sauf que j'ai signé des clauses où je ne peux pas quitter la boîte. Si je quitte la boîte, je dois donner mes actions, grosso merdo. Donc c'est quand même un peu dommage d'avoir travaillé 6 ans et de devoir tout donner du jour au lendemain. Donc j'essaye de trouver une solution. Il m'a demandé de rembaucher un nouveau directeur général, en gros, quelqu'un pour me remplacer, sans le dire. Et je me dis, bon, bah, une fois qu'il est là, et si je valide qu'il est bon, bah, je pourrais leur dire, bah, maintenant je ne sers plus à rien. Sauf que ça s'est pas passé exactement comme ça. Ils n'ont pas trop attendu de voir s'il était bon ou pas. Ils sont allés voir mon associé cofondateur et ils lui ont proposé des sous pour que je parte. Enfin, pour me faire partir. Parce que du coup, ils n'étaient pas majoritaires, ils avaient besoin de son accord à lui. Donc lui, il n'a pas donné tout de suite. Il est venu me voir pour m'en parler. Et j'ai dit OK. Donc je me suis fait virer de ma propre boîte, dont j'étais le fondateur, dirigeant et manager. Et dans les demandes, il y avait que je parte sous 48 heures. Et du coup, bon, je suis pas allé au boulot pendant les 48 heures, évidemment, mais le lundi matin, quand je suis allé à la réunion du lundi à 9h, expliquer aux équipes que du coup, bon, j'ai pleuré. Je crois que j'ai dit 2 mots et j'ai pleuré. Les investisseurs me font pas confiance. Je donne la main à mon cofondateur et au DG. Bon courage les gars, je vous adore, vous êtes les meilleurs et je vous fais confiance. À midi, j'avais fait mes cartons, j'étais parti. Et à 14h, il m'avait coupé mes mails et Slack. Donc j'avais plus de lien, plus rien. Là, on est début décembre 2019. Et honnêtement, c'est un peu l'enfer, parce que j'avais pas prévu la suite, en fait. J'avais pas prévu autre chose, j'adore mes équipes, j'adorais mes équipes, et je sais pas ce que je vais faire du tout. Alors, l'avantage, c'est que du coup, je suis allé faire... je vous balance ce truc maintenant. Le Père Noël à la crèche de ma fille, parce qu'ils avaient besoin d'un papa dispo un mardi à 15h, et qu'il n'y avait pas beaucoup de papas dispo un mardi à 15h. Que du coup, c'était marrant, parce que c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire en temps normal. Et je suis allé faire le Père Noël et tous les gamins ont trouvé ça génial, à part un gamin qui a pleuré tout le long, qui avait très très peur de ce Père Noël, c'était ma fille. Ça pour dire que du coup, il y a eu ça aussi en parallèle. Ma compagne m'a dit je veux absolument un enfant. Moi, je voulais pas du tout d'enfant, j'avais très très peur de ça et je voyais beaucoup de copains séparés à cause des enfants. Enfin, pas du tout à cause, pardon. À cause du déséquilibre engendré par le nouveau fonctionnement à 3, ce qui fait pas mal d'entités, soit le couple et la famille, et parfois on en oublie une des entités, ce qui pose un problème et qui crée un déséquilibre dans l'ensemble. Et j'avais dit à ma femme, à ma compagne, moi limite au contraire, vu que je t'aime, j'ai pas envie qu'on fasse enfant, parce que j'ai pas envie qu'on se sépare. Parce que si on n'entendait pas a priori comme argument. Mais du coup, ça a été une longue négociation, je déteste ce mot du coup. Mais ainsi, nous avons fait une longue négo qui a abouti à un nouveau bouquin, parce que j'aime bien écrire les choses en fait. Enfin, d'abord, un truc entre nous qui s'appelle un pacte de futurs parents, où on s'est mis d'accord sur les droits, devoirs, sur le fonctionnement, sur ce qu'on devait faire l'un l'autre, comment on allait partager l'argent, dépenser, quel type de dépenses, est-ce qu'on allait toujours prendre des vacances qu'à 2 ou pas. Et on a été très loin dans les détails, jusqu'à des sujets très intimes, de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait l'amour en fin de grossesse, comment on fait l'amour après l'accouchement, quelles sont nos relations intimes, est-ce qu'on a l'enfant dans la chambre ou pas, enfin, parce que ça a été un sujet parce que j'étais, je suis un peu un taré, quand je bosse, j'aime bien avancer et avoir plein d'infos, j'étais allé voir 200 parents pour séparer ou pas, pour voir les sujets qui ont émergé et les problèmes qui existaient. Et pour l'anecdote, je vous passe ça comme ça, c'est plus les femmes qui se plaignaient que les papas ne voulaient plus faire l'amour du tout, que l'inverse, parce que dans l'imaginaire, on dit que c'est la femme qui veut plus faire l'amour après avoir fait un enfant. En tout cas, moi, dans les 200 parents que j'ai enregistrés, c'est plutôt le contraire, et ce qui posait un vrai souci, parce que ça fait partie du couple, les relations sexuelles. Donc voilà, pourquoi on avait mis ça dedans, et ça c'est juste pour vous choquer un peu, parce que je sais que ça fait réfléchir quand je raconte cette anecdote, mais il y en a plein d'autres, pour que du coup ça se passe bien, et qu'on garde nos 3 entités, individuelles, de couple et de famille, et qu'on arrive chacun à trouver notre équilibre dans un univers dans lequel on se sent bien, mais aussi sur des sujets d'éducation pour éviter de s'engueuler. Ouais, pour l'anecdote aussi, par exemple, moi on m'a toujours appris à finir mon assiette. Donc je déteste laisser les choses dans mon assiette, et ma compagne, au contraire, si elle a plus faim, elle arrête. Voire elle prend un dessert derrière, mais elle finit pas son plat. Et moi ça me rend dingue, mais bon,
c'est une adulte et j'ai accepté, quoi. Mais notre fille, on fait quoi? Si elle veut pas finir son assiette et qu'elle veut un dessert, eh ben, vaut mieux en parler avant, une fois que l'enfant est là. Parce qu'on dort moins, on est stressé, on n'a pas le temps. C'est le genre de truc, ça veut partir en couille bêtement. Donc, vaut mieux, enfin, nous, on s'est mis d'accord avant. Et la solution, enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution dans un pacte, quel que soit le pacte, entre associés, entre futurs parents ou autres. Mais nous, on a conclu, on prendrait sa version à elle. Et du coup, si notre fille nous disait qu'elle n'avait plus envie de ses carottes, au bout d'un moment, elle a le droit d'arrêter et passer à son dessert. Voilà. Mais d'autres choses, moi, c'est ma fille. Elle avait 20 mois à l'époque. Léonie. Et je suis trop content, ça se passe super bien. J'avais pas du tout envie d'enfant et au final, c'est trop cool. Et ce rythme qui est marrant, parce que alors nous, notre exemple, dans le pacte, on explique que chacun sa vie et chacun son équilibre. Nous, on a 2 soirs par semaine où on est responsable de notre fille, chacun. Et donc moi, c'est le lundi et le jeudi. Et en fait, du coup, ça me crée des vrais moments avec elle aussi, où ma compagne n'est pas là, elle fait du sport, elle voit ses copines, elle fait autre chose, elle est en déplacement. Et je suis très content en fait d'avoir ces moments-là, mais je suis aussi très content d'avoir mon mardi, mercredi pour voir mes potes, faire mon sport et faire d'autres choses. Mais du coup, voilà, c'est cool. Je suis trop content d'avoir mis en place ce truc-là. Ce qui m'a aidé à grandir. Et ma fille m'a beaucoup aidé. Une question, Sylvain, excuse-moi, Sylvain, sur ce sujet effectivement d'avoir un pacte, notamment sur cette sphère privée. Est-ce que du coup, ça tue pas un peu l'impro? Tu vois, tu disais que typiquement, vous affectez un temps avec votre enfant chacun pour être sûr de ça. Est-ce que du coup, t'es pas un peu figé dans ça en disant, oh là là, je vais pouvoir sortir un peu plus tôt. Ben non, mais c'est pas mon jour. Je vais laisser ma compagne. Tu vois, est-ce que tu rentres pas vicieusement là-dedans? Ouais, tout discute. Donc ça ferme pas et ça fiche pas l'impro, la spontanéité. Ok. Non, on connaît la route. Après, ça n'empêche qu'on a déjà des choses qu'on a changées et qu'on n'a pas réécrites, parce qu'on est d'accord d'avoir changé tous les deux. Et hier soir, c'était pas mon soir, mais c'était ce soir-là que je voyais des copains et du coup, elle a fait le mercredi, et moi j'ai pris le jeudi. Enfin. Je te dis ça, Sylvain, parce que moi j'ai aussi un pacte avec mon conjoint sur la préparation des repas, tu vois, pour toute la semaine-là, parce que ça me saoulait d'être la seule à le faire. Et donc, du coup, si tu veux, on s'est affecté aussi des soirs de préparation de repas. Et je dois avouer que je suis assez vicieuse. C'est-à-dire, quand j'aurais pu rentrer un peu plus tôt, comme c'est pas mon jour, j'en profite pour glander et pas arriver. C'est pour ça que je me dis, je sens que je suis rentrée dans une phase un peu vicieuse. Il va falloir que je me réinterroge sur mes règles. Non, parce que c'est beau de ne pas être mon soir le mardi, si j'ai rien, je rentre, ça me fait plaisir de voir tout le monde. C'est pas une obligation de ne pas être là. C'est juste que c'est pas moi, c'est pas à moi de gérer, même si, parce que du coup, le mardi, le lundi, si je veux ne pas être là, j'ai le droit aussi, mais c'est à moi de gérer à nous dans ce cas-là. C'est à moi de la trouver, c'est à moi de m'organiser pour qu'elle soit là, de faire le transfert, et voilà. Donc, mais non, ça ne nous empêche pas du tout d'avoir un peu de créativité et d'innovation. Au contraire, pour moi, l'innovation est encore plus facile quand on a un cadre très clair. Parce qu'on sait on connaît les limites et on connaît les attendus. Et que c'est plutôt ça, moi, qui va me permettre d'être créatif et de trouver des idées. Et l'idée d'après est venue. Alors, j'avais interdiction de donner des cours quand j'étais chez Tilki. J'adore ça. Mais je n'ai plus le droit. C'est écrit dans mon pacte avec mes investisseurs. Sauf que j'avais réussi à négocier de donner des cours à la Rocket School, qui est une école qui forme des business développeurs en 3 mois avec un job garanti à l'issue. J'avais donné ces cours, j'avais adoré les étudiants, des gens qui étaient vraiment là par passion, par envie, par reconversion. Et j'étais allé voir le boss, Cyril, à l'issue de mon intervention en disant wow, c'est génial ce que tu as fait, j'aurais dû faire ça. Franchement, je trouve ça dingue. D'aider les gens de tout âge, de toute origine, de tout diplôme, on s'en fout, à se reconvertir sur un métier en tension et avoir un job à l'issue. Et j'avais ça en tête, et du coup, quand là, j'avais rien à faire entre décembre 2019 et le Covid, parce qu'il y a eu ça qui est arrivé derrière, donc pas facile de se reconvertir, j'ai été voir Sido, qui était toujours plus ou moins mon entreprise, mais j'y travaillais plus depuis 7 ans, pour leur dire, je vous entends dire que vos clients ne peuvent pas vous payer sur toutes les prestations, mais qu'ils trouvent personne pour faire ces missions de digital learning, donc savoir créer des contenus de formation numérique passionnants et efficaces. Est-ce que ça vous dirait que je crée une Rocket School de Digital Learning Manager? Et comme ça, vos clients ils sont contents parce qu'ils sont des gens qui savent faire. Vous, ça vous permet de transmettre votre savoir-faire, ce qui est quand même plutôt sympa. Ça lance une nouvelle dynamique. Et comme Dessine-moi l'écho a été arrêté tout début 2020 par Le Monde, où ils ont dit non, on a notre propre service vidéo, on n'a plus envie de travailler avec vous, c'est de nouveau notre petite fondation, notre projet social,
ou qui va peut-être nous coûter un peu d'argent, mais qui est trop cool. Et ils m'ont donné feu vert. Honnêtement, j'y crois, je savais. Ils sont fous. Ils me faisaient confiance, hein, mais j'étais vraiment en dépression, j'étais vraiment trop mal. Je demande à embaucher quelqu'un, parce que j'aime pas travailler seul. J'embauche quelqu'un en plein confinement, donc on se voit pas. Et je l'embauche mi-avril et je dis on va lancer l'école mi-septembre. On n'a ni locaux, ni étudiants, ni employeurs, ni programme pédagogique. On a juste le financement, ce qui est pas mal. Et bah, on s'est débrouillé. On a sauté avec nos parachutes en espérant qu'ils s'ouvrent avant d'arriver en bas. Et on a lancé une première promo le 15 septembre 2020. Ils l'ont pas su, mais moi j'étais incroyablement fier qu'ils m'aient fait confiance aussi. C'est 24 étudiants qui ne me connaissaient pas, qui sont venus dans une école toute nouvelle, dans un endroit un peu bizarre, parce que les premiers locaux qu'on a trouvés, évidemment, c'était pas le top. Et on avait préparé les 5 premières semaines de programme sur les 13. On ne savait pas ce qu'on allait faire les 8 suivantes, enfin tout. Mais c'était extraordinaire. Des employeurs qui m'ont fait confiance aussi, parce que le deal, c'est qu'ils signent tous une promesse d'embauche avant de démarrer la formation. Donc il y a des formateurs qui ont signé juste sur un entretien Skype d'une demi-heure, qu'on dit ok, on leur fait confiance pour que vous soyez bien formés à la fin. Et voilà, donc maintenant là on lance notre 5e promo le 4 juillet 2022. Tous nos anciens sont en poste, commencent à être très bien payés. Maintenant j'ai plus d'employeurs que de places. Pour la promo précédente qui était le 4 avril, on avait 62 intentions d'embauche, on a 25 places. Donc maintenant c'est bien parce que je peux faire monter les salaires et dire aux employeurs si vous voulez vraiment un étudiant, il faut proposer un petit salaire un peu plus sympa. Parce que moi je trouverai des gens très très bons et en plus on va les former à faire des trucs incroyables. Voilà, donc ça c'est cool. On a fait plein de petites bêtises, mais là pas d'échec majeur et ça avance, ça grandit. On lance prochainement une école dans un quartier sensible à Lyon qui s'appelle La Duchère pour former des administrateurs LMS, donc c'est ceux qui gèrent la plateforme d'hébergement des contenus de formation. Et j'accompagne aussi des entreprises et des entrepreneurs à créer des écoles un peu comme ça, avec 2 conditions, qu'elles soient gratuites et que ça garantisse un boulot. Gratuite pour l'apprenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un business model. Nous, notre premier business model, on était financé par Pôle emploi. Aujourd'hui, on est financé par les OPCO, parce qu'on a transformé ça en alternance. Mais l'idée, c'est que l'apprenant, ce soit gratuit et qu'il ait bien un job au bout qui soit un peu cool. Voilà un peu l'aventure. Et derrière toutes ces créations, il y a aussi autre chose qui est souvent un autre sentiment sous-jacent à la créativité, à l'innovation. Moi, c'est la colère. Et il y avait un truc qui m'énervait sur LinkedIn qui est la désinformation, des fake news ou les conneries inspirantes ou les citations fausses, enfin apocryphes quand c'est une citation qui est mal attribuée. Et un copain avocat m'avait contacté puisque j'avais fait une autre initiative qui s'appelait Copypost, qui se moquait des plagiaires sur LinkedIn. Et nous avait défendu face à des gens qui nous traitaient de nazis, de délateurs. Et il m'avait dit, mais en fait, c'est bien le plagiat, mais il y a aussi des vrais sujets un peu plus lourds, scientifiques, sur le Covid, sur l'environnement, sur la guerre russo-ukrainienne, sur plein de trucs comme ça. Ça ne te dirait pas qu'on crée un dispositif sur LinkedIn pour que les gens puissent nous demander de l'aide quand ils n'arrivent pas à trouver l'info, quand ils doutent d'une info bizarre. Donc le collectif s'appelle C'est vrai ça. Aujourd'hui, on a pas mal d'abonnés et on traite entre 5 et 20 demandes de vérification par jour. Ça nous prend entre 20 minutes et 2 heures par vérification parce qu'il y a des sujets qui sont costauds. Donc aujourd'hui, on est 6, c'est complètement bénévole. Il n'y a pas d'argent, on fait ça par passion, on y passe nos nuits et nos week-ends. C'est passionnant. J'apprends plein de choses. Mais là, c'est né d'une colère. Une colère de voir qu'il y avait une impunité à dire n'importe quoi, voire à mettre en danger la santé des gens, à dire qu'il faut traiter le cancer avec l'homéopathie ou avec du jus de citron frais, par exemple, pour des choses qu'on voit pour de vrai et qui restent sur LinkedIn parce qu'il y a très peu de modération et que du coup, ceux qui ont été bannis de Twitter et Facebook se retrouvent sur LinkedIn, notamment. Il y a quelques personnes comme ça. Voilà pour le dernier projet. Et dernièrement, pour info, pour ceux qui sont intéressés, du coup, abonnez-vous à la page, on va en parler bientôt. Mes étudiants de la promo 4 ont travaillé sur un e-learning de formation pour apprendre à débunker, à vérifier l'info comme c'est vrai ça. Ce sera gratuit aussi. Et on lancera des sessions à partir là du 1er juin, du 15 juin, le temps qu'on finisse. Et ils ont fait un boulot d'enfer. En plus, ça vous permettra de voir un peu comment ils bossent. Et je suis trop fier de ce qu'ils ont produit. C'est trop cool parce que ça permettra aux gens d'apprendre à rechercher de l'info et à vérifier de l'info qu'ils croisent. J'ai un autre slide après. Ah non, moi c'est tout. Parce que on arrive à la fin de l'heure. Je vous répète la phrase clé. Ah si, d'ailleurs, une petite question comme ça, parce que c'est ma phrase quand j'étais un peu plus jeune. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est de qui, cette citation, cette très belle citation?
Mark Twain. inspirante. Ok, est-ce que j'ai une autre réponse que ça? Jean-Baptiste. Che Guevara. Est-ce qu'il y en a une autre? Effectivement, elle est attribuée à Mark Twain. Bravo Magali, mais elle n'est pas de Mark Twain, donc attention si vous l'utilisez. Elle est c'est bien plus intéressant que ça en plus, parce que c'est un Français qui l'a dite, ces petites phrases, du sud de la France, Marcel Plagnol, qui l'a écrite dans un bouquin dans les années 60. Alors, la citation est un tout petit peu tronquée, mais pour autant, je trouve que le début est intéressant. C'est quelque chose comme « il était ignare, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait ». Et il y a cette naïveté dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat, dans la création, qu'il faut garder. Parce qu'il n'y a aucune raison que ça marche. Ça ne va pas marcher, votre truc. C'est trop compliqué, il y a trop de freins, ça va être trop cher, les gens ne vont pas y aller. Mais il n'y a que vous qui pouvez y croire. Alors après, il faut être capable de dire stop par moment, parce que c'est dangereux aussi. C'est pas pareil des échecs de personnes qui s'entêtent pendant des années sur un projet qui ne marche pas, ou sont malheureux, ils vivent plus, ils voient plus personne, ils ne se payent pas. Il faut savoir dire stop aussi, d'accepter qu'on a raté, que c'était pas le bon moment, pas de la bonne façon. Il y a plein de raisons. Toujours l'échec, c'est quand même soi, c'est ses choix. Donc voilà. En tout cas, cette citation me parle parce qu'il faut garder cette naïveté, cette folie créatrice. Et après, il faut mesurer ce qu'on fait, se mettre des limites et accepter de dire stop. Et c'est vraiment dur parce que franchement, un échec, on en chie pendant un temps. Il y a peu de gens qui peuvent le comprendre, qui l'acceptent. Moi, il y a quelques copains, plutôt entrepreneurs, qui en vivent aussi ou qui en ont déjà vécu. Mon meilleur copain a planté 7 boîtes avant de réussir sa 8e. Mais à 27 ans, il était directeur de l'incubateur d'HEC parce qu'il avait planté 6 boîtes. Il a réussi à planter la 7e après, quand même. Mais du coup, à HEC, ils avaient dit toi, tu sais comment planter, donc tu sauras aider nos étudiants à ne pas le faire. Je ne sais pas s'ils vont réussir, mais au moins, tu as fait plein de conneries déjà et tu as énormément appris. Ça, je suis très d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire que je glorifie ni que je valorise l'échec, parce que c'est vraiment pas drôle. Je vous l'ai dit, c'est les moments que j'ai passés qui n'étaient pas marrants du tout. Je vous ai pas parlé des procès que j'ai eu avec des banques et tout. Enfin voilà, il y a plein d'autres histoires, mais ça a duré beaucoup trop longtemps. Donc c'est pas drôle, mais oui, on apprend. Oui, il faut mettre des garde-fous, il faut bien s'entourer. Il y a des gens qui peuvent vous aider à prendre du recul, parce que parfois on est trop passionné, on n'arrive plus à voir ce qui se passe pour de vrai. Mais c'est aussi tellement excitant au quotidien que je suis bien content d'avoir tenté tout ça. Merci, cette fois-ci, c'était la conclusion. Et voilà mon mail si besoin de me contacter, et sinon sur LinkedIn. Ouais, merci beaucoup, Sylvain. Je ne sais pas si nos participants souhaitent intervenir. N'hésitez pas à le faire. Moi, je voudrais juste peut-être retenir quelques éléments parce que, effectivement, l'idée, c'est quand même pas du tout de glorifier l'échec. On est clair là-dessus. C'est pas ça l'idée. C'est quand même qu'on soit sur un objectif de réussite. Mais néanmoins, l'idée, effectivement, tu as raison, c'est aussi de dédramatiser et puis voilà, accepter que parfois la réussite, elle passe par des jalons d'échecs. Et c'est comme ça. Après, il y a plein de petits tips. Tu en as parlé au fil de ta présentation, notamment ta soif de formaliser, l'idée de formaliser, d'écrire. Je pense que ça, c'est clairement un sujet qu'on a en tête quand on se lance dans une innovation. Eh bien, il faut formaliser aussi l'échec parce que ça permet à la fois peut-être aussi de prendre un peu de distance, sortir un peu de l'émotion, pour reprendre ce travail-là un peu plus tard et puis se dire, on peut peut-être éviter de reproduire la même chose et puis de partager aussi, je pense que c'est important. Quand on échoue, il faut arriver aussi à en parler. C'est pas évident. Il y a des gens qui ne l'acceptent pas et qui veulent pas l'entendre. Donc après, il y a aussi certainement une manière aussi de le présenter. Et puis moi, ce que j'ai particulièrement apprécié de ce que tu as dit et personnellement, je te rejoins totalement sur le fait que souvent on innove encore mieux dans un cadre contraint. Dans un cadre effectivement limité, mais à partir du moment où on a bien identifié effectivement les attendus, nos limites, les freins éventuels, là, c'est ouverture à la créativité, c'est vraiment chouette. Donc, merci beaucoup Sylvain pour nous avoir exposé très sincèrement tous ces sujets, c'était vraiment chouette. Je ne sais pas si d'autres souhaitent s'exprimer, mais voilà. Alors moi, je le dis maintenant à tous, moi je suis assez fan de Sylvain Tillon, que je suis depuis très longtemps. Voilà, donc du coup, c'est vrai que je suis toutes ces pages, c'est vrai ça, j'adore suivre ça, la manière dont vous traquez sur LinkedIn, j'adore, je suis vos aventures de tracker. Voilà, donc allez voir un peu ces différents liens sur ces différents réseaux.
Et puis, effectivement, tu nous as mis dans tes diapos, Sylvain, quelques petits bouquins. La BD collège, ça peut être pas mal aussi qu'on arrive à la retrouver, ça peut être sympa. Elle s'appelle Lucie et Valentin, LUCY. D'accord, je te super. renvoie ça. Ouais, ben comme ça, on le mettra aussi sur notre site. Ça peut être vraiment sympa. Et puis, et je vais arrêter là pour ne pas monopoliser la parole rapidement. Nous, dans le cadre de la Fabrique RH et l'Étape, on lance des challenges aux agents publics pour vivre l'expérience d'entrepreneur. Et clairement, tu vois, jusqu'à présent, on ne parlait pas d'échec dans nos temps d'incubation. Mais je pense que je vais l'inclure, ce petit module, pas pour faire peur, mais au contraire pour dire allons-y. Et après tout, apprenons comme ça. C'est chouette. Moi, je voudrais juste dire quelque chose. Merci beaucoup, parce qu'en effet, c'est un pas de côté qui est vraiment intéressant. J'aurais tendance à dire que échec, c'est peut-être un héritage de notre société judéo-chrétienne. Voilà, et donc on en est là. Moi, j'aurais plutôt envie de parler d'apprentissage, mais en tous les cas, ouais, bravo Sylvain, parce que voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est plus de l'ordre de l'apprentissage, en effet. Mais voilà, donc c'est pas négatif, et puis c'est des prises de risques, et dans certaines cultures, le risque, c'est aussi opportunité, et voilà, et c'est aussi une manière de se construire et donner du sens à nos vies d'Homo sapiens. En tous les cas, merci beaucoup de cette initiative, merci à Sylvain, et voilà, j'ai été ravie d'entendre ce pas de côté, ce côté un petit peu décalé, et en même temps tellement implanté dans nos réalités. Donc merci beaucoup. Super, top. Génial. Je pense que oui, ça va inspirer beaucoup d'entre nous. Donc, en tout cas, si je vois pas le chat là tout de suite maintenant, mais en tout cas, ça va nous permettre peut-être d'ouvrir nos états d'esprit et essayer de rebondir même dans la vie personnelle au final. Donc merci en tout cas beaucoup Sylvain pour tout ce partage. Comme l'a dit Magali, la fabrique RH, tout ça, on va essayer d'inclure ça dans nos modes de fonctionnement, parce que notre manière de penser. Du coup, vous retrouverez le replay de ce bel aparté sur le link je vais y arriver, le YouTube de la Fabrique RH. Voilà, donc il y sera la semaine prochaine. Et en tout cas, encore une fois, merci beaucoup Sylvain pour ton intervention. Grand plaisir, c'est très cool. Super chouette. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers lui ou vers nous si vous avez d'autres questions. Et voilà, l'étape continue sa programmation. Et voilà, on vient très vite, très bientôt, dès la semaine prochaine. Vous trouverez notre programmation sur le LinkedIn également. Je vais y arriver. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Merci Sylvain.